Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Cette émission est une émission des journalistes, pour les journalistes et pour les téléspectateurs. Parce que de temps en temps, il faut que les téléspectateurs qui nous suivent puissent connaître un petit peu en profondeur notre métier. Comme ça, on peut se comprendre plus facilement. Alors, qui est journaliste? C'est la question que nous allons nous poser au cours de cette émission. Comme invité, j'ai d'abord, madame m'excusera, je commence par Kitutu Oléontois. Monsieur Kitutu Oléontois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambichintois. Il est président honoraire de l'UNPC, un ancien patron de la chaîne nationale dans laquelle j'ai œuvré, Chantal aussi. Madame Chantal Kanimbo, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Kibambi. Et les rapporteurs au CESAC, rapporteur et quoi encore? Et porte-parole. Et porte-parole. Ce n'est pas la même chose, non. José Nawesh, peut-être qu'il nous rejoindra en cours d'émission. Monsieur Willy Kalenga, bonsoir et bonjour. Bonsoir et avec plaisir toujours. Eh ben, il est responsable de Géopolis TV, une nouvelle chaîne qui fait déjà des très très bonnes choses. Et enfin, monsieur Chivis Chivoadi, qu'on ne présente plus. Il est secrétaire général de GED, journaliste en danger. Et voilà pour les invités. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Avant d'aller plus loin, je vais vous proposer un élément qui va vous mettre dans le bain. Et je demande à la technique de nous le donner, de nous le présenter. La nouveauté dans les secteurs de médias, que cela soit au niveau des techniques, des technologies, voire de pratiques même, a impacté le cœur du journalisme au point qu'il soit indiqué de faire le point sur l'exercice du noble métier d'informer. Donne la matière aux scientifiques, vernissage de l'ouvrage. C'est le cas du phénomène dit mouton noir qui a envahi la presse au point de vouloir s'imposer comme une nouvelle pratique aux grandes dames de curistes qui y voient une contamination du métier par des imposteurs. C'est un peu malheureux que nous puissions donner ce concept-là à ce que nous considérons comme des gens qui envahissent la profession de journaliste et qui n'ont pas de formation. D'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque ces concepts? De manière générale, le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe. Cette expression tire son origine du contraste entre la proportion de moutons blancs et de moutons noirs dans le troupeau d'ovins. Le terme est parfois utilisé en lieu et place de brebis galeuse. La brebis galeuse est un animal malade porteur au nom de la gale que l'on tenait à l'écart du troupeau afin d'éviter tout risque de contamination. L'expression désigne en fait une personne dont les opinions et les comportements sont jugés déviants et qui sont tenus à l'écart de la communauté. Je crois que le mot mouton noir a été inventé, a été créé pour pouvoir décrire une réalité. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas qualité mais qui se retrouvent dans les milieux journalistiques particulièrement, parce que c'est de ça que nous parlons. Ils n'ont pas qualité, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas la formation requise, qui n'ont pas non plus suivi toute la procédure pour accéder à ce champ. Parce que le journalisme, c'est quand même un champ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Et des gens non qualifiés sont arrivés dans ce champ. C'est ainsi qu'on les appelle les moutons noirs. Les professionnels des médias ont noté que lorsqu'il y a des manifestations publiques, notamment des conférences de presse, il y avait des journalistes qui se présentaient sous cette étiquette, mais qui n'appartenaient à aucune rédaction, ou du moins n'étaient pas connus comme journalistes professionnels. On les appelait des témétémes.
qu'est-ce qu'il faisait? Il se présentait comme journaliste, recueillait des informations, mais ne les publiait jamais. Il y en a qui se présentaient comme journaliste d'une radio, et cette radio ne mettait jamais. Alors, ils ont pensé que c'était des indésirables parce que ces comportements étaient une sorte d'opprobre qui était jeté sur la profession. C'est ainsi qu'ils ont commencé par les marginaliser. D'où l'expression mouton noir. Dans le cadre de la presse en République démocratique du Congo, le mouton noir voudrait désigner ces journalistes qui ne respectent ni l'éthique ni la déontologie et dont le comportement est déviant. Ils ne sont attachés à aucun organe, sinon de journaux paraissant à l'improviste et dont la citoyenneté reste contestable. Ils détruisent l'image de la presse et entraînent dans leur sillage le discrédit et sont champions de délit de presse. Mais quelle perception la presse a-t-elle de ces moutons noirs? C'est assez pénible de voir des personnes qui ne sont pas journalistes intervenir dans les médias, radio, télé et même dans la presse écrite. C'est d'autant regrettable parce que le métier est réglementé par des textes, notamment la loi de 1996 réglementant la liberté d'expression en République. Dans sa noblesse, et le professionnel sont comme dépassé et impuissant face à cette déferlante, a exclu pour sa naissance l'apport d'une formation académique, l'encadrement de médias aguerris, la régulation de l'État, voire l'autorégulation du métier. Ils sont au-dessus de la loi, ils revendiquent leur liberté d'expression et la transforment en liberté de presse. Ils ont envahi l'espace public grâce aux réseaux sociaux et prennent à la gorge l'opinion publique par la fabrication régulière de fake news. Moi je me dis, puisque l'ordonnance loi de 1981 dit de manière explicite, pour être un journaliste, soit vous êtes engagé sur diplôme,
soit vous êtes engagé sans avoir un diplôme d'une école de journalisme, mais accommodons-nous. C'est-à-dire, si nous remarquons qu'il y a des dérapages, maintenant nous devons les situer. À quel niveau? Si c'est au niveau de la déontologie, parce que nous avons les codes de déontologie des journalistes de la RDC. Alors, organisons, soit au niveau de l'autorité de régulation, soit au niveau des structures d'autorégulation, des séminaires, centrés sur le respect des règles déontologiques. Sur un plan purement éthique et déontologique, nous souhaiterions que, tant donné que nous sommes une corporation, qu'il y ait des règles d'accès à la profession. Par exemple, avoir une formation de journaliste. Dans des écoles spécialisées en la matière, je ne veux pas faire la publicité des écoles de journalisme, elles sont connues. Si on peut fixer comme critère d'accès à la profession, avoir par exemple un graduat ou une licence. Il faut que même les administrations qui travaillent, l'État, aident les métiers à pouvoir bien s'organiser. Vous allez apprendre que quelqu'un est, je ne sais pas moi, attaché de presse d'un ministre, mais cette personne n'a même pas qualité, n'a même pas une carte de presse. Mais à tous les points de presse, à toutes les conférences de presse, des partis politiques ici on voit, surtout les partis les plus populaires, ils choisissent les personnes qui sont de leur obédience sans se rendre compte que ces personnes ont une carte ou non. Et ça doit s'arrêter ça. Il faut qu'à un moment l'État mette de l'ordre. Face à cette invasion, l'impuissance du pouvoir public, malgré la criminalisation de fake news, l'impuissance des organes de régulation dans lesquels ces nouveaux chevaliers ne se reconnaissent même pas, l'impuissance du public qui ne sait à quelle source s'y fier pour une bonne information. Au regard de la propension de cette nouvelle pratique, où l'audimat est désormais remplacé par le buzz, qui est finalement mouton noir. Tout semble porter le professionnel de médias à devenir anormal, tant il est devenu rare face à celui qui a tout pris pour lui et qui a curieusement du succès sans respecter les règles de l'éthique et de la déontologie. Le moment est crucial pour la presse qui doit se réinventer si elle veut survivre à cette attaque de mouton noir. Voilà, l'émission est ainsi lancée. Nous allons recueillir les réactions des professionnels qui sont sur ce plateau, en commençant cette fois-ci par Madame Kanimbo. Quelle est votre réaction après avoir suivi cet élément? Bon, je voudrais dire d'abord que moi je souhaiterais qu'on continue à les appeler les moutons noirs et pas journalistes, parce que quand on les appelle journalistes, c'est ça qui entretient justement la confusion. C'est des moutons noirs, c'est des personnes qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas la compétence, qui n'ont suivi aucune formation, même sur l'État, comme on dit. C'est vrai, comme l'un des intervenants l'a dit, qu'il faut avoir suivi une formation au niveau universitaire, et si on n'a pas suivi cette formation au niveau supérieur, on peut être formé sur l'État pour apprendre l'ABC du métier et devenir journaliste. Parce que si on n'a rien appris du tout, c'est ce qui se passe. Les moutons noirs, ils ont même maintenant aussi des organes, hein. Ils ont des journaux, ils publient. On a parlé de YouTube qui est devenu un espace qu'on utilise puisqu'on a compris que cet espace est rentable. Plus on fait le buzz, plus on a de vues, plus c'est rentable. Les dénoncer? Est-ce qu'il faudrait les dénoncer? Les moutons noirs. Dénoncer ceux qui utilisent YouTube. Non, les moutons noirs. Oui, les moutons noirs, on les dénonce depuis 2004. Je parle sous le contrôle du président honoraire de l'UNPC qui a organisé le congrès, ce qu'on a appelé le congrès de la refondation de la presse congolaise, justement parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ces moutons noirs, et donc il était question de trouver les moyens pour les mettre hors d'état de nuire, notamment en procédant à l'identification des journalistes professionnels qui exercent leur métier conformément aux dispositions légales et réglementaires et au code de déontologie et de l'éthique professionnelle. Merci Madame. Président Kitoutou, les moutons noirs en fait, ils fleurissent parce qu'ils vont dans des manifestations, font mettre leur nom sous la liste de coupage, parlons clairement,
Est-ce que, quand vous en trouvez comme ça, dans un ministère, on devrait les dénoncer? Moi, je pense que, Président Kibambi, je vous appelle président parce que vous êtes président de la NEAP, la question devrait être posée peut-être autrement. Qu'est-ce qui n'est pas journaliste? Parce que, est journaliste celui qui remplit les critères que nous connaissons nous tous, qui a suivi un cursus que nous tous nous connaissons. Mais dans ce tas-là de l'exercice quotidien, on rencontre ceux-là que nous désignons sous ce vocable de moutons noirs. Pourquoi sont-ils moutons noirs? Parce que simplement, ils viennent dans les manifestations, ils attendent le moment du cocktail pour mettre des choses dans la poche, pour boire, mettre leur nom sur la liste pour percevoir pour le transport, comme on dit, ou parce qu'ils ont rentré à la rédaction, dans certaines rédactions, où ils sont pigistes, je ne sais pas quoi, quelle qualité leur donner, ils écrivent quand même. Certains, on n'a jamais vu leurs articles. D'autres le font. Ils le font comment? En respectant toutes les règles professionnelles, respecter les faits, séparer les faits des commentaires, je ne sais pas. Mais moi, je vous retournerai la question. Comment jusqu'aujourd'hui, après que nous ayons tous dénoncé cela, nous en ayons encore dans ces manifestations-là? C'est là la question. Ben Comment oui. pouvons-nous y répondre? Oui, mais parce que, en fait, certains ne sont même pas journalistes. Ils trimballent des caméras, ils vous disent je suis de telle chaîne, alors qu'ils ne sont même pas de telle chaîne. Et ils ne diffusent rien. Ça, ce sont des personnes qui déshonorent la profession. Je suis d'accord avec vous, Président, mais comment, pourquoi nous les tolérons? C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Il faut les dénoncer. William Kalengai. Oui, merci de nous faire participer à ce débat. Je crois que nous avons déjà progressé dans la dénonciation, mais aussi, je pense que la raison fondamentale de la prospérité, entre guillemets, des moutons noirs, et je crois que dans les reportages, ça a été relevé par le coordinateur du phare, c'est les règles d'accès. Les règles d'accès au métier. Notre métier, pour devenir journaliste, d'ailleurs même pour avoir la carte de presse, c'est une maison de presse qui vous présente. Donc on entre dans le métier par la maison de presse et non par l'ordre des journalistes qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, pour être médecin, ce n'est pas un hôpital qui vous a engagé qui fait de vous un médecin. Quand vous avez votre diplôme de médecin, vous allez à l'ordre des médecins. C'est l'ordre des médecins qui va vous donner un numéro d'ordre. C'est sur base de ce numéro d'ordre que l'on peut vous engager dans un hôpital. Mais nous n'avons pas encore réussi cela. Chez nous, je fais mon entreprise de presse, j'engage quelqu'un, quel qu'il soit, et d'ailleurs, généralement, c'est sur des bases subjectives. C'est moi qui les présente maintenant. Voilà. C'est moi qui les présente maintenant à l'UNPC pour qu'il obtienne la carte de presse. Tant que c'est les maisons de presse qui seront les lieux d'accès à la profession, les moutons noirs continueront à exister. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est un peu historique. Dans l'histoire de notre pays, surtout dans la Deuxième République, l'exercice de notre profession, c'était considéré comme un des meilleurs moyens de camouflage. Il y avait des agents de la sécurité pour donner des informations qui se faisaient passer pour des journalistes, qui allaient dans les manifestations de l'opposition, qui avaient des cartes. C'était aussi des moutons noirs, mais bien formés à autre chose. C'est encore aussi une deuxième raison de cette prospérité des moutons noirs. Aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on a simplifié l'exercice. On l'a dit dans les reportages, avec un téléphone, avec une petite caméra, quelqu'un peut faire sa rédaction là où il est. Il peut publier, il peut même diffuser sans contrôle. Ce qui nous manque, c'est évidemment cet ordre-là. Ça devait se faire par l'INPC,
mais l'INPC ne s'est pas donné le pouvoir d'être un ordre de... D'accord. Monsieur Tchivis Tivouadi, 2 minutes. Monsieur Tchivis Tivouadi, vous qui êtes défenseur des journalistes, non, des journalistes, parfois vous défendez des moutons noirs sans le savoir. Ah non, pas du tout. Moi, je vais un peu peut-être ramer à contre-courant avant de répondre à votre question de savoir si je défends les... J'ai suivi avec attention, effectivement, cet élément, ce reportage. J'ai même pris quelques notes. Je suis choqué par la violence de certains mots, des expressions qui ont été utilisées justement pour qualifier ce qu'on appelle les moutons noirs. J'ai entendu, c'est des imposteurs, des envahisseurs, des indésirables, des marginaux, des gens qui n'ont pas qualité, des gens qui détruisent, etc. Mais c'est trop fort comme mot et c'est dit parfois, j'ai regardé un peu, avec un peu d'arrogance quand même. Mais ce que moi j'ai envie de dire, si le qualificatif de mouton noir tient au fait que quelqu'un n'a pas fait l'école de journalisme, ou il n'a pas sa carte de presse, ou qu'il ne respecte pas l'éthique et la déontologie, etc. Si c'est cela qui définit le mouton noir, moi je suis au regret peut-être de pouvoir dire que peut-être 80% de ceux que nous voyons comme journalistes sont des moutons noirs. Parce qu'ils répondent parfaitement à ce profil-là des gens, effectivement, qui ne respectent pas l'éthique. Beaucoup ne sont pas passés par les écoles. Et donc, sur donc le mouton noir, calmons-nous, ne sont pas toujours ce que l'on pense. Et ne sont pas toujours là où on va les chercher. Il y a parfois des moutons noirs qui sont déguisés. Et ce reportage, malheureusement, il a décrit un phénomène, mais il n'a pas pu démontrer, en fait. Moi, je ne dis pas que les moutons noirs n'existent pas. Mais ce reportage n'a pas pu démontrer, identifier qui sont des moutons noirs. Ces moutons noirs. De sorte que, vous verrez à la fin du reportage, le commentateur lui-même pose la question, finalement, qui est mouton noir, qui ne l'est pas, alors que justement, c'est ce qu'il fallait démontrer dans le reportage. Mais je reviens maintenant pour répondre à cette question, parce que comme a dit le président Kitoutou, le plus important, ce n'est pas de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas, ou qui est mouton noir ou qui ne l'est pas. Déjà, moi, je me pose la question de savoir qui a qualité d'abord pour qualifier quelqu'un de dire il est mouton noir ou pas. Qui a cette qualité-là? Qui a cette légitimité pour pouvoir juger les gens? Pour dire celui-là il est bon ou pas, pour distribuer des bons ou des mauvais points. Non, oui. Donc qui a cette qualité-là? Moi je dis, nous devons être un peu modestes par rapport à cela. Mais maintenant, au niveau de GED, est-ce que GED défend les moutons là? Non. GED défend la liberté de la presse. Et la liberté de la presse que nous défendons n'est pas liée exclusivement, n'est-ce pas, au statut ou à la qualité du journaliste tel qu'on l'entend. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, le terme journaliste a un autre sens qui va au-delà des simples professionnels des médias attachés. Excusez-moi. Attendez qu'il termine. Je termine. Conclusion. Vous n'êtes pas obligé de la conclusion. Le terme de journaliste aujourd'hui va au-delà de ceux qu'on considère comme des professionnels parce qu'ils sont attachés à une rédaction ou parce qu'ils sont organisés dans une corporation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs médiatiques, des gens qui diffusent des contenus médiatiques sous forme de l'information et de l'information d'intérêt public, mais qui ne sont pas forcément des journalistes et qu'on appelle aujourd'hui des journalistes citoyens. Et quand vous regardez aujourd'hui, moi je me réfère par exemple au plan des Nations Unies sur la sécurité des journalistes, effectivement, le sens du journaliste va au-delà de ce que nous pensons. Nous avons compris. Est-ce qu'on peut évoluer? Madame Chantal voulait à de William Kalenga et sur le recrutement des journalistes. Il y a quelqu'un qui a évoqué la loi du 281 qui fixe le statut qui est toujours en vigueur dans notre pays. La procédure pour le recrutement des journalistes passe par le concours. Les entreprises de presse, les médias devraient organiser le concours pour recruter. Moi, j'ai été recrutée par concours et je crois que j'étais la dernière génération qui a été recrutée à l'OZRT à l'époque sur base d'un concours parce que à l'époque, le recrutement se faisait toujours
sur base d'un concours. C'est parce que justement ce concours n'est pas réalisé. Pour ceux qui ont suivi le cursus à l'université, aux études supérieures de formation de journalistes, bon, le concours peut-être n'était pas indispensable, mais on devrait pouvoir l'organiser pour recruter. Et donc ce n'est pas la maison de presse qui dit non, voilà, je viens comme ça. Non, il faut organiser un concours sur base des critères objectifs qui sont fixés et qui permettent justement de recruter des personnes qui ont la qualité et qui ont les compétences pour pouvoir exercer. Et celui qui n'a pas, et les personnes qui n'ont pas suivi la formation, comme je le disais, peuvent être formées sur l'État par des journalistes expérimentés qui transmettent leur savoir, leurs connaissances, les règles de déontologie et de l'éthique professionnelle. Oui, celui qui a... Nous sommes en 2020. Non, mais ça devrait... Non, mais Chivis... Non, monsieur Chiwadi, justement, c'est ça le problème. S'il vous plaît, excusez-moi, c'est ça le problème. Regardez, moi je vais donner un exemple. Code de la route, par exemple. Nous voyons comment nous conduisons sur nos routes ici. Il y a un code de la route qui existe. Pourquoi les gens ne le respectent pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont appris à conduire derrière la maison et qui n'ont pas appris le code de la route et qui se lancent sur la route. C'est exactement la même chose. Et donc il faut former. Vous réagissez, M. Guitoutou, au propos de secrétaire général de GED et de Frontal. Ici, je réagis en double qualité, ancien président de l'Union nationale de la presse, ancien, disons, patron d'une entreprise publique et d'une entreprise privée également, de communication. En ce qui concerne l'accès à la profession, il y a un vrai problème et nous devons le résoudre, n'est-ce pas? Quand Willy parle de l'ordre, il est impossible dans notre pays de constituer l'ordre des journalistes. Pourquoi? L'ordre des médecins est fait en fonction d'un cursus officiel. Pour devenir un médecin, docteur en chirurgie, je ne sais pas quoi, il y a un cursus officiel universitaire. Tel n'est pas le cas pour devenir journaliste, n'est-ce pas? Il y a plusieurs possibilités d'accéder à ce métier, à la profession, par diverses formations. Un juriste peut devenir un journaliste. Un médecin peut devenir un journaliste à condition qu'il passe par la formation. Quand vous dites peut devenir un journaliste, c'est pas vraiment... Non, il n'a pas terminé. Il peut exercer le métier. Oui, il n'a pas terminé. C'est la fin. Il n'a pas terminé. C'est ça ton idée. Non, il n'a pas terminé. Le médecin ne devient pas juste... Il peut faire le travail de journaliste. C'est-à-dire, il n'a pas terminé. Cette étiquette. Non, mais je n'ai pas terminé. Il n'a pas terminé. C'est-à-dire, il faut qu'il soit formé à la fin. C'est ça. D'accord? Il peut, dans le cadre d'une rédaction, d'une télévision, d'une radio, devenir un journaliste spécialisé en médecine. Il n'exerce pas comme médecin, il n'opère pas, mais c'est un spécialiste dans la rédaction qui traite des questions liées à la santé, par exemple. C'est ça. Et il le traite alors en ce moment-là de façon professionnelle, déontologique, parce qu'il a subi une formation qui lui donne ce titre-là de journaliste professionnel. D'ailleurs, je vais vous compléter, je vous donne la parole tout de suite. Je vais vous compléter. Aujourd'hui en Europe, on va d'abord à l'université faire, par exemple, le droit, la médecine, et on revient une formation de quelques mois. Normalement, c'est 2 ans. Certains même font 1 année. Et on commence à exercer dans le métier de journaliste. Ce que je voulais dire, j'ai l'impression qu'on confronte 2 choses. L'explication de Mme Chantal, il faut suivre un cursus. Si tu ne l'as pas suivi, tu dois faire un stage, d'après ce qui est dit, parce qu'après, on doit te remettre la carte de presse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, pour avoir la carte de presse, selon cette ordonnance, d'après cette ordonnance, les textes de cette ordonnance, il faut avoir suivi ce cursus-là. Maintenant, ce que moi je suis en train de dire, nous sommes en 2020, avec les évolutions technologiques que nous connaissons, avec les réalités, parce que la configuration médiatique aujourd'hui, les nouvelles technologies, elle a complètement changé. C'est-à-dire, accéder à cette profession ne nécessite pas forcément d'avoir suivi une formation de journaliste.
Ça n'exige pas, ça ne pose pas comme condition Si, d'avoir la carte de presse. Mais non, pardon. Je n'ai pas fini. Vous m'avez interrompu. Je disais ceci. J'interviens en tant qu'ancien président de l'Union nationale. Ne parlez pas tous ensemble. Et puis, ancien patron d'une entreprise publique et d'une entreprise privée, n'est-ce pas? En tant qu'ancien président de l'Union nationale de la presse du Congo, la loi qu'évoque la présidente Chantal, l'ordonnance 81 portant statut des journalistes, prévoit toutes les possibilités pour devenir journaliste. Ceux qui ont suivi le cursus, ceux qui n'ont pas suivi le cursus, tout cela est prévu dans cette loi. Dans quel cas seulement? Pourquoi les journalistes, disons, formés à l'université, ont par exemple plus facilement accès à cette profession que ceux qui ne le sont pas? Ceux qui sont journalistes après la formation, font un stage d'1 an. Ceux qui n'ont pas suivi un cursus universitaire dans le cadre de cette profession doivent faire un cursus de 2 ans. Donc, les mécanismes pour accéder à la profession, pour ceux qui ont suivi la formation et ceux qui n'ont pas suivi, est prévu dans la loi. 81. 81. Bien sûr. Mais non, oui, d'accord, elle est de rigueur. Bien sûr. Je suis d'accord, mais vous devez tenir compte du contexte de l'évolution. D'accord. On est d'accord. On ne peut pas recourir à une loi archaïque. Et notre travail aujourd'hui, au niveau des organisations, le plaidoyer que nous faisons justement, c'est pour réformer, modifier ces lois-là, parce que c'est ça justement qui sont totalement décalés par rapport aux réalités. Mais est-ce que vous, M. Tchivis, vous défendriez quelqu'un qui prendrait son téléphone, qui ferait... Il est plus exposé aux erreurs que celui qui a été formé. Vous êtes d'accord avec nous? Je parlais tout à l'heure de... Oui. Je n'avais pas fini. Je voulais dire simplement que toutes ces dispositions-là, allons-y, nous terminent, nous protégeraient. Qui le respecte? Qui respecte ces dispositions-là? Pour entrer dans notre profession qui est protégée, cette fameuse loi que dénonce M. Tchivis prévoit ceci. L'annonce du concours est publique. Il y a un communiqué qui annonce que tel journal recrute des journalistes. Ceux qui respectent, ceux qui veulent entrer dans la profession doivent venir pour concourir. D'abord, il faut commencer par... Attention, Monsieur Tchivis, on va vous donner la parole. Vous avez aujourd'hui des blogueurs, vous avez des gens qui diffusent sur les... Monsieur Tchivis, si vous parlez en même temps, on n'entend personne. Voilà. Allons-y, terminez aussi. Vous venez de prendre 10 minutes, à vous tout seul. Non, j'ai terminé. Oui. En tant que président de l'Union, quand nous étions à l'OZRT, nous recrutions les journalistes principalement, nécessairement et obligatoirement sur concours. Toute la génération de journalistes de l'OZRT ont été recrutés sur concours après annonce publique, conformément à la loi. D'accord. Attendez. Le plus important. Ok. Premier tour de table. Monsieur Willy. Effectivement, je pense que nous avons d'un côté une profession. Je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas d'ordre de journalistes. Avoir la loi elle-même, elle organise l'accès à tous les niveaux. Pourquoi il n'y aurait pas d'ordre de journalistes? Je me pose la question. Mais je continue rapidement en disant que c'est une profession qui est organisée, qui a une philosophie, qui a une place dans la société. Il est vrai que dans son exercice, il y a eu des développements. C'est-à-dire des développements sur le plan technologique, sur le plan des enjeux, mais ça ne tue pas le fondamental. Voilà. Le journaliste reste quelqu'un dont le travail est de collecter, de traiter et de diffuser. Mais en toute responsabilité. Non, mais écoutez, on va vous donner. C'est que non. On disait que le médecin a le monopole de soigner et non la grand-mère.
Monsieur Tchivis. Non. Monsieur Tchivis. N'intervenez pas. Quand il parle et que vous parlez, on n'entend personne. Je disais ceci, hein. Oui. Parce que si aujourd'hui, le journaliste n'est pas protégé dans sa profession par la loi, parce qu'il y a une loi qui organise, et la loi donne les droits et les devoirs. Si vous voulez changer les cours de ces événements, il faut changer la loi. La loi n'est pas encore changée, et aujourd'hui dans notre pays, à suivre Tchivis, n'importe qui peut devenir journaliste. Et pourquoi? Non, attention. Peut-on exercer un métier sans avoir le statut? Quel statut? Mais des journalistes, justement. C'est cela aussi. Qui accorde ce statut? Aujourd'hui, s'il y a un accident sur le boulevard, laissez-moi terminer quand même. S'il y a un accident sur le boulevard, le policier qui va venir constater va demander: avez-vous un permis de conduire? Voilà. Il y a d'abord, vous ne pouvez pas exercer sans avoir le statut. Il y a un statut pour tout métier. Et les journalistes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes protégés par une loi. Et nous sommes aussi tenus par la même loi. D'accord. Et de toute façon, moi je distribue la parole. Mais alors, Tchivis, là, vous êtes en train de nous dire que vous défendrez n'importe qui. Mais pourquoi vous dites n'importe qui? Moi, je dis, nous, on défend la liberté de l'information. Oui. Qui est un droit fondamental. Très bien. Et le métier de journaliste, justement, participe de l'exercice par le journaliste de son droit à la liberté d'expression. C'est-à-dire le quelqu'un d'autre aussi peut le faire. Absolument. Et il sera défendu par GED. Alors ne l'appelez pas journaliste. Comment? Si quelqu'un aujourd'hui, il est arrêté, il publie dans un média, n'est-ce pas? Il a publié dans un média, moi je n'ai pas besoin de savoir est-ce qu'il a la carte ou pas, il est journaliste ou pas. Parce qu'il a écrit quelque chose, il a diffusé dans un média et qu'il est inquiété à cause de ce qu'il a diffusé. Oui. Moi je dois le défendre. Alors vous c'est pas nous ne devons pas nous appeler République démocratique du Congo. Non, journaliste en danger. Non, mais si vous défendez des gens qui ne sont pas journalistes, ne c'est pas non, moi je défends le droit à l'information. Et le journaliste n'a pas le monopole du droit. Il y a quelques confusions. Laissez-moi dire, je pose un mot. Liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'information. C'est quand même trois choses différentes. C'est trois concepts différents, on ne peut pas les mélanger. Non, ça procède d'un droit de l'homme qui est la liberté d'expression et d'opinion. C'est cela. Non, attention. Non. La liberté d'expression est un droit reconnu à tout le monde. La liberté de presse est reconnue à une catégorie de citoyens. Il s'appelle journaliste. Chantal, vous avez la parole. Oui, Chantal. La liberté de la presse procède à la liberté excusez-moi. Non. Mais attendez, mais il répond comme ça, vous répondez. Oui, demandez-moi la parole. Le journaliste en danger, bon, je suis en danger, mais ce qui m'a mis, l'exercice de ma liberté de m'exprimer est mis en danger par M. Tchivoali, qui m'empêche de m'exprimer. L'exercice de la liberté de la presse qu'il défend est organisé par la loi qui fixe les modalités de cet exercice. Et donc, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il a donné un bel exemple, le permis de conduire, je l'avais donné aussi. Pour pouvoir conduire, il faut avoir suivi une formation, vous apprenez les règles de conduite, de comportement sur la route, et on vous attribue un permis qui vous permet de conduire. Et sur la route, quand vous commettez une faute, on vous demande votre permis de conduire. C'est le cas pour cette profession des journalistes. Il y a eu une instance qui attribue la qualité de journaliste, qui est l'Union nationale de la presse du Congo, et donc il vous délivre cette carte de presse qui vous permet d'exercer la liberté de presse qui est définie par la loi. Et si vous n'avez pas cet instrument, vous n'avez pas le droit d'exercer. Et le problème, justement, c'est peut-être là où nous avons échoué au niveau de l'Union nationale de la presse, c'est de terminer ce travail qui avait été confié par le Congrès, de procéder à l'identification des journalistes et de rendre public l'annuaire des journalistes.
parce qu'ainsi, et de faire un travail même de sensibilisation, je dirais, auprès de toutes personnes qui sont intéressées par le travail de journalistes, qui devrait exiger à chaque journaliste de sa carte d'identité professionnelle pour accéder à l'information. Pour accéder à l'information. Et je voulais juste terminer en disant, il ne faut pas mélanger les genres. YouTube, c'est un... oui, c'est social. Et ceux qui diffusent dedans, on ne les appelle pas des journalistes, on les appelle des youtubeurs. Et donc, c'est une catégorie qui est différente de journalistes. C'est vrai que les médias peuvent utiliser les réseaux sociaux pour amplifier les informations qu'ils diffusent dans les supports qu'ils utilisent, mais on ne peut pas dire ceux qui sont sur Instagram sont des journalistes, ceux qui sont sur YouTube sont des journalistes. Non. Il y a des concepts blogueurs, youtubeurs, etc. qui existent. Moi, je comprends que des journalistes que nous sommes, nous soyons jaloux de notre qualité de journaliste, on essaie de protéger notre corporation. Mais vous avez posé la question, ça fait combien de temps qu'on est en train de dénoncer les moutons noirs et ça continue? C'est parce que justement, nous ne voulons pas... non, c'est parce que nous ne voulons pas constater que, en fait, nous sommes un peu dépassés par rapport aux évolutions, par rapport à les réalités. La définition que vous êtes en train de donner et que nous sommes en train de donner du journaliste est totalement dépassée. Les textes que nous évoquons pour pouvoir protéger ou défendre notre corporation, ces textes-là sont dépassés aujourd'hui par les réalités. Il y a beaucoup plus aujourd'hui. Déjà, moi je dis... Mais nous avons une corporation quand même, non? Vous l'appelez vous-même corporation. Personne ne vous empêche de vous organiser en corporation. C'est-à-dire, comme on a dit, l'Union nationale de la presse du Congo, ça peut être une corporation. Mais tout le monde n'est pas obligé, pour être journaliste, d'être dans cette corporation. Donc vous pouvez, vous pouvez vous organiser. Vous vous organisez dans une corporation, mais vous ne pouvez pas empêcher. Est-ce que, monsieur Kibambi, je vous pose la question parce que vous êtes quand même patron de presse. Vous êtes patron de presse aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient travailler chez vous, qui vous donne satisfaction, il est compétent et tout ça. Mais vous allez lui dire, vous êtes libre de lui dire, vous pouvez l'engager parce que vous êtes patron et il travaille chez vous. Mais vous n'avez pas posé comme condition d'avoir la carte de presse. Non. Qui travaille chez vous. Mais écoutez, je le forme et je le présente au syndicat pour. Mais ce que vous pouvez dire, on peut avoir plusieurs syndicats. Oui, on peut avoir plusieurs syndicats. Président, il y a je m'excuse beaucoup, je crois qu'il y a une grande confusion dans la tête de M. Chivis, n'est-ce pas? Il y a l'exercice libre de ce métier. Vous vous exposez à n'importe quoi. Les tribunes, mais bien sûr, l'exercice de métier de journaliste en usurpation de ce titre est condamné par la loi. Non, pas du tout. La disposition. Mais bien sûr. Il n'y a pas d'usurpation possible. Si. Il n'y a pas d'usurpation. Mais attendez. Mais je te dis que si nous continuons comme ça, nous n'aboutirons à rien. Je te citerai de mémoire peut-être la disposition de l'article de l'ordonnance 81. La détention illégale de la carte de presse. Là, vous n'allez jamais me convaincre par rapport aux normes internationales qui régissent quand même le métier de formation. Non. Parce que nous, ce métier, nous n'allons pas l'inventer. Non. Ce métier ne vient pas de nulle part. Il est régi par n'affirmons pas des choses qui vont nous discréditer. N'affirmons pas des choses qui vont nous discréditer. L'exercice du métier de journaliste professionnel est soumis à une condition préalable. Être détenteur de la carte d'identité professionnelle. Partout dans le monde, partout qui vit, dites-moi un pays où on exerce le métier de journaliste professionnel. Bon, monsieur Kitoutou, je vous pose la question. Chez nous aujourd'hui, le syndicat de journalistes est, disons, malade, divisé. Voilà où je voulais en venir. Moi, je souhaitais qu'on tienne un congrès en bonne et due forme, dans lequel une des résolutions que nous devrions prendre, c'est d'isoler la commission de la délivrance de la carte en une entité autonome. Comme en France, il y a la commission de la carte d'identité des journalistes. C'est une structure autonome. Après votre formation,
Après votre recrutement, je ne sais pas, vous allez à cette commission-là, autonome. Mais vous pouvez adhérer à n'importe quel syndicat, c'est votre choix. Par l'UNPC. Non, c'est une loi d'État. C'est une institution d'État, s'il vous plaît. Bon. Et ça change beaucoup de choses. Oui, il faut en arriver à cela, parce que ce qui se passe maintenant, nous avons tout le tour des problèmes. Et c'est cette commission de la carte d'identité de journalistes professionnels qui délivre la carte. Tu ne peux pas exercer en France, tu ne peux pas exercer aux États-Unis, tu ne peux pas exercer en Grande-Bretagne, tu ne peux pas avoir ce titre-là si tu n'as pas cette carte-là. Et d'ailleurs, bon, moi je suis pas Monsieur Tuvis, nous avons pratiquement terminé, hein, parce qu'à ce moment-là, si nous ouvrons ce débat-là, c'est tout le monde qui va commencer à vous appeler, parce qu'il a publié, le gouverneur de province n'était pas d'accord avec sa tribune, on l'arrête et vous allez le protéger. Ce sont des choses que nous gérons tous les jours, justement. Et parce que... J'ai de défendre la liberté de presse. De l'information. Non. J'ai de faire s'étendre, et c'est votre droit. Laissez-moi terminer d'abord. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Jusqu'à maintenant, je savais que j'ai défendu la liberté de presse. Oui. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup d'ambition. Je devais défendre la liberté d'expression. Donc, va s'étendre à toute l'humanité. Parce que cette liberté d'expression est reconnue à tout le monde. À tout le monde. Tout celui qui a des problèmes parce qu'il s'est exprimé peut venir chez vous. C'est votre droit. Si on l'arrête, mais en ce qui concerne la presse, si nous ne nous organisons pas, moi je disais qu'il était possible d'arriver à un ordre de journalistes, mais le doyen à côté, quand il dit que nous pouvons mettre en place une instance pour l'octroi de la carte d'identité. Il m'a rejoint et je suis content parce que c'est ce qu'exactement fait l'ordre des médecins. L'ordre des médecins ne fait que donner la carte, le numéro professionnel. Et si nous avons une instance libre, autonome, objective, nous pourrions facilement avancer. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. En 1 minute, chacun va résumer. Nous avons terminé et nous avons... Déjà Ben oui, parce que vous interveniez librement. Mais alors qu'il veut défendre la liberté d'expression et non des presses... Il veut s'étendre. Voilà, il veut s'étendre à d'autres. Oui. Non, je pense vraiment c'est ça le nœud du problème. Et je suis d'accord avec la proposition du président Kitoutou, parce que c'était la résolution du congrès de la Refondation. Identifier les journalistes justement pour mettre hors d'état de nuire les moutons noirs. Et ça va faciliter aussi la tâche. Le GED non, le GED va défendre la liberté d'expression, pas la liberté oui, c'est autre chose. L'accès à l'information, même la loi sur l'accès à l'information, ce n'est pas seulement pour les journalistes, c'est pour tous les citoyens. Et donc c'est comme ça que nous sommes d'accord. Vous défendez la liberté d'expression et non la liberté des presses, parce que la liberté des presses, c'est une corporation qui est organisée et donc on doit pouvoir renforcer l'organisation. S'il vous plaît, laissez parler les gens. On doit pouvoir renforcer cette corporation par la proposition du président Kitoutou. Ça va peut-être aider à écarter et faciliter le travail du régulateur que nous sommes. Parce que parfois c'est compliqué avec GED. Ma conclusion, je pense que parce qu'on a commencé par parler du problème de moutons noirs, on a parlé d'autres choses. Le problème posé par la question du phénomène des moutons noirs, d'après moi, c'est un problème économique. Ce n'est pas simplement un problème de formation, ce n'est pas un problème de carte de presse, c'est d'abord un problème économique, un problème de la précarité des organes de presse qui font travailler des journalistes au noir, qui ne payent pas des journalistes, qui n'ont pas de contrat de travail et qui exposent des journalistes à la corruption, à la manipulation. C'est cela. Un journaliste, même s'il est formé, s'il est pauvre, il sera toujours pauvre. Un journaliste, même s'il a la carte de presse, s'il est pauvre, il n'est pas payé, il va se comporter en mouton noir. Vous avez raison. Toujours se comporter en mouton noir et on n'aura pas réglé le problème. Vous avez raison, monsieur Kitoutou. Votre conclusion? Nous avons effleuré seulement, je crois, ce problème qui est fondamental. On y reviendra. Dans notre pays, après 60 ans d'indépendance, il est clair que nous voyons
clair aussi dans l'exercice de cette profession, non, une des mamelles de la démocratie qui est le journalisme. Les gens oublient qu'au départ, la qualification de notre métier, de nos collègues, c'était les chevaliers de la plume. Le contenu qu'on mettait dans ce mot chevalier dénotait de la valeur morale, de la valeur éthique, de la valeur humaine de celui qui exerçait ce métier-là. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous conclure que nous retrouvons toutes ces valeurs-là dans beaucoup de nos confrères? Pas dans beaucoup. William. Je pense que si nous nous organisons très vite et très bien, nous allons donner à l'État la possibilité finalement de libérer l'aide à la presse. Elle ne vient pas parce que nous sommes dans le chaos, parce que nous sommes désorganisés, parce que nous avons ouvert toutes les portes à n'importe qui, l'État ne sachant pas qui est l'interlocuteur valable. Je pense que c'est important qu'on s'organise et j'appelle de tous mes voeux que ce congrès-là vienne avec des buts précis et un objectif précis. Et qu'il soit organisé comment? Parce qu'il y en a un qui est... Non, aujourd'hui c'est seulement l'INPC qui a encore le pouvoir d'organiser un congrès. Mais nous parlons d'actualité. Quel INPC? Oh, non, mais écoutez, il n'y en a pas deux. Nous avons une seule INPC dans laquelle beaucoup de journalistes ne se reconnaissent plus. Et beaucoup de journalistes ne vont plus même tirer la carte parce que défendus constamment par leurs avocats, qu'ils peuvent exercer sans carte. À partir du moment où ils ont publié, ils ont le droit. En fait, en réalité, ça a été une incitation à la désobéissance professionnelle. Et je pense que cette émission va constituer pour Tivis la limite. Tivis, quelques secondes. Répondez. Non, je ne réponds pas. C'est-à-dire, moi, on défend... Ce congrès, il sera organisé comment? C'est important. Mais c'est un congrès d'une association, d'une organisation privée qui s'appelle l'Union nationale de la presse du Congo, qui n'intéresse que les membres de cette union-là. Tout le monde n'est pas obligé, tout le monde n'est pas membre de l'union, donc on ne peut pas se sentir concerné par ce qui se passe à l'interne. Il n'y a pas plusieurs syndicats aujourd'hui, aujourd'hui. Il n'y en a pas plusieurs, mais il n'y a pas le monopole. L'UNPC n'a pas le monopole des syndicats. Oui. Pas ce monopole-là, jusqu'aujourd'hui. Il y aurait 1 million de syndicats de journalistes au Congo. Il n'y aura qu'une seule carte de presse dont la valeur... On vous a donné les raisons sur ce... Il peut y avoir des associations de médecins, de chirurgiens, dentistes. Non, vous avez pour accéder à la fonction de médecin, c'est l'ordre. La structure, on appelle de tous nos voeux. C'est la même chose. M. Tivis peut créer 1 million de syndicats, mais il y aura toujours une seule carte de presse qui sera et une seule instance qui donnera selon les conditions que la loi édictera. C'est tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée. Je connais les téléspectateurs, ils adorent quand ceux qui parlent s'empoignent. Et nous sommes bien empoignés, ne vous en faites pas, on va se retrouver, nous sommes des amis. Et à la prochaine émission, nous inviterons les mêmes pour qu'on puisse prolonger ce débat qui est important. Et après, je vous l'ai dit, vous qui êtes journaliste, c'est votre tribune, c'est votre cénacle. Voilà, pour terminer, je vous dis bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Messieurs, je vous remercie, ça a été chaud. Madame, messieurs, je vous remercie. Madame, je vous remercie aussi. Décidément, on est dans la revendication des qualités. Cette émission est terminée, au revoir.